Le 31 décembre 1973 à 9 h, nous relâchons à Acapulco. Un retour de plus, j'ai l'impression de revivre ma première campagne. Je réserve une de mes sorties au restaurant de la Quebrada, espérant y retrouver d'anciennes et éphémères connaissances, mais en vain. Plutôt que de revoir la ville que j'ai découverte autrefois, je privilégie une excursion de 2 jours à Mexico. C'est dans un car confortable et climatisé que, très tôt un matin, nous partons vers la capitale. Tout au long du voyage, je reste accroché à la vitre du Pullman pour ne rien perdre du décor qui défile. Des contrées montagneuses, souvent arides, mais toujours belles. De temps en temps, des habitations, des fermes isolées principalement, quelques personnes affairées sur un lopin de terre ou auprès d'animaux domestiques. La route est longue, mais un arrêt détente est organisé dans la petite ville de Taxco. Dans cette région, on extrait du minerai d'argent, et Taxco est devenu un lieu mondialement connu pour ses réalisations en orfèvrerie. Malgré le peu de temps qui nous est accordé, je visite quelques quartiers de la cité. Maisons et églises typiques côtoient des hôtels et d'autres constructions contemporaines. Beaucoup de boutiques pour touristes proposent des objets en argent. Je choisis cependant une bijouterie pour acheter un pendentif en métal massif, m'affirme-t-on. Il représente le calendrier de 360 jours des Mayas. Nous continuons notre voyage jusqu'au moment où, enfin, au fond d'une vaste cuvette, nous pouvons apercevoir la ville de Mexico. Encore bien loin de nous, elle s'étire sur un plateau ceinturé de montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude. Nous finissons par atteindre les faubourgs bouillonnants d'activité de la mégapole, et puis on nous dépose devant le musée d'anthropologie pour une visite libre. Dans le hall d'accès partiellement couvert se dresse une sorte de grand champignon de béton qui, du haut de sa tête circulaire, laisse tomber de l'eau en cascade jusqu'au sol. Cet endroit curieux, où il pleut sur un emplacement couvert, cet endroit a été surnommé à juste titre « salle des pluies ». Le musée, inauguré en 1964, retrace l'histoire mondiale de l'humanité au travers d'une multitude de salles, de dioramas et de collections d'objets originaux. On y mentionne les découvertes archéologiques européennes, entre autres celles qui concernent le sud-ouest de la France, mais ce sont les civilisations précolombiennes qui, très logiquement, sont le plus représentées. Sans être un spécialiste, je suis plus qu'intéressé, ébahi par les remarquables mises en scène installées derrière les vitrines et la richesse des collections très bien valorisées sous des éclairages judicieusement disposés. En extérieur sont aussi représentés des vestiges plus volumineux d'anciennes civilisations centra-américaines. Murailles reconstituées, bas-reliefs et statues sont répartis au sein d'une végétation semi-tropicale, conférant à l'ensemble un côté naturel. On se prendrait presque pour des explorateurs européens découvrant une civilisation inconnue. Nous avions ici plusieurs heures à passer. Je ne sors du musée qu'à l'extrême limite, frustré d'avoir manqué beaucoup de choses. Toujours dans Mexico, le car nous arrête à proximité de la place des Trois Cultures, ainsi nommée parce qu'elle regroupe dans son périmètre des constructions exhumées datant de l'époque aztèque, une église massive héritée des conquistadors, le tout sur fond d'immeubles hauts, un produit de l'architecture contemporaine. Après avoir déposé nos bagages dans une sorte de foyer dortoir, nous avons quartier libre. Alors avec les copains, je me dirige à pied vers la cathédrale, qui, bien qu'elle soit moins imposante que les nôtres, cette cathédrale est cependant très belle. La vaste place qui s'étend devant sa façade, est ceinturée de bâtiments cossus, érigés sur des arcades. La circulation automobile dans ce quartier est saturée. Les voitures américaines et européennes, principalement des allemandes, roulent au pas en jouant de leurs avertisseurs. Les couleurs crues des carrosseries donnent un peu de gaieté aux façades uniformément foncées. Jusque tard, le soir, nous remontons une longue et large artère plantée de nombreux arbres
et soigneusement paysagé. L'éclairage public, imbriqué dans la végétation, illumine les feuillages et les parterres engazonnés. Malgré l'heure tardive, une foule de promeneurs déambulent, souvent en famille, s'arrêtant pour déguster une friandise que des étals proposent le long du trottoir. Nous en faisons notre souper. On vend aussi des souvenirs, des cigarettes, des sodas et bien d'autres choses. J'achète pour quelques pesos des cartes postales. Fatigués par une journée particulièrement longue et chargée, nous décidons de rentrer à notre hôtel très ordinaire. Depuis ma fenêtre, je photographie le sommet d'un bel édifice illuminé avant de sombrer dans un profond sommeil. Le lendemain est consacré au site archéologique de Teotihuacan, à 40 km de Mexico. Au passage, le car s'arrête devant l'université afin de nous permettre de photographier le bâtiment qui abrite la bibliothèque. Il a cette particularité d'être recouvert de multiples motifs amérindiens peints sur toute la surface de ses façades. La construction du site de Teotihuacan a débuté 100 ans environ avant l'ère chrétienne. Il est resté habité jusqu'en l'an 650. Les fouilles pratiquées de manière continue mettent sans cesse à jour de nouveaux éléments de ce qui devait être une importante métropole. Au début des recherches, seules les pyramides du Soleil et celles de la Lune émergeaient de l'ensemble, avec entre elles une allée nommée Chaussée des Morts, bordée d'une sorte de rempart. Cette voie est longue de 2 km et large de 45 mètres. La visite débute au pied de la pyramide à niveau dédié au Soleil. Achevée vers l'an 90, elle est faite à l'extérieur de pierres empilées, maçonnées, élevées jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol. 360 marches irrégulières et bien plus hautes que celles de nos maisons conduisent au sommet. Une escalade plus difficile qu'une montée d'escalier dans un phare côtier. D'en haut, les murs exhumés dessinent en plan des emplacements de maisons, des rues, des ruelles et d'autres aménagements urbains. La pyramide de la Lune, elle, moins massive, est plus ouvragée et plus complexe. Elle se trouve à l'une des extrémités de la Chaussée des Morts. Le site est entouré de monts lointains au sommet rond et bleuté. La végétation alentour est constituée d'arbres à feuilles persistantes, de taille moyenne, d'arbrisseaux, de cactus et d'herbes hautes, jaunies à cette époque de l'année. Avant de quitter ce lieu grandiose, j'achète 2 statuettes en pierre reconstituée, couleur verte, vert bronze, montées sur un socle de bois brun foncé. Elles représentent des personnages en costume traditionnel, une femme, Mujer de Jaima, et un homme, Xipetotec Monte Alban. J'ignore si ces effigies ont un rapport avec Teotihuacan, qu'importe. Elles me semblent typiques de l'art local et elles me plaisent. Au retour, nous nous attardons devant le stade où se sont déroulées en 1968 certaines épreuves des Jeux Olympiques de Mexico. La construction n'est pas très haute, sa capacité d'accueil est de 83 700 spectateurs. Un grand parking arboré quasiment vide à notre passage s'étend devant l'entrée principale, décorée d'une fresque stylée. Acapulco est plongé dans la nuit quand nous rentrons.